Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à notre deuxième séance d'un cycle de webinaires que nous organisons à l'Institut Veblen sur les enjeux européens en amont des élections européennes, et un cycle qui donc a débuté avec un débat sur le pacte vert et qui va se terminer en juin avec un commentaire à chaud des résultats des élections européennes. On vous invite chaleureusement à suivre l'ensemble du cycle. Vous avez sur notre site la présentation de tous les thèmes dont on parlera. Je vous rappelle également que ce cycle a été organisé et conçu à l'occasion de la parution de ce numéro de l'économie politique, qui est une revue trimestrielle et qui est éditée en partenariat par l'Institut Veblen et par le magazine Alternatives économiques. Donc, je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen et rédacteur en chef de la revue de l'économie politique. Et donc, je vais animer ce débat aujourd'hui. Donc, ce deuxième débat portera sur les méthodes critiques, sur des questions assez techniques, mais qui sont essentielles dans le débat sur la transition énergétique, transition numérique, et plus globalement dans le débat sur l'industrialisation, l'accès aux matières premières dont l'Europe aura besoin. En tout cas, avec nos intervenants, nous allons poser deux questions. Donc, déjà, il y a une politique européenne pour sécuriser les approvisionnements en matières premières, en métaux. Quelle est cette politique? Est-ce qu'elle est suffisante? Quel est le problème? Mais ensuite, il y a aussi le sujet de fond, c'est cette question des pénuries ou des risques des pénuries. D'un côté, l'Europe a des objectifs de transition ambitieux. De l'autre côté, elle est rarement productrice de ces matières premières, donc elle les importe d'ailleurs. En même temps, d'autres parties du monde se lancent de la même transition. Donc, il y a-t-il des risques réels de pénurie qui vont rendre plus difficile la transition en Europe? C'est un peu ça la question que nous allons discuter. Donc, c'est la question de fond. Pour le faire, donc, nous avons avec nous aujourd'hui deux experts. Nous commencerons par Emmanuel H., qui est économiste, prospectiviste à l'IFP Énergie Nouvelle et qui a contribué à ce dossier sur l'Europe avec un article dont il est co-auteur avec Émilie Normand et qui pose un certain nombre d'éléments justement qui expliquent quelle est la politique européenne, d'où vient-elle, quelles sont les difficultés qu'elle devra surmonter. Les enjeux, comme dit Emmanuel dans l'article, ils sont immenses. J'ajoute aussi qu'il y a sur notre site une note Veblen qui est récente, qui a en réalité une version longue de l'article. Donc, je vous invite à la consulter. L'article, comme l'ensemble du dossier, sont accessibles ou bien en librairie, ou bien sur les sites d'alternatives économiques, ou bien sur la plateforme Cairn. Et ensuite, Cédric Philibert, qui n'a pas contribué à ce dossier précis, mais qui a déjà écrit dans la revue. Il est consultant indépendant, analyste senior des questions énergie et du climat, chercheur associé à l'IFRI, membre du collège d'experts de l'Institut Veblen également. L'Institut Veblen où il va bientôt publier son deuxième livre. Le premier a porté sur les éoliennes et le deuxième porte sur la voiture électrique. C'est en réalité, lors de ces discussions sur la voiture électrique, l'idée m'est venue de l'inviter comme deuxième intervenant avec Emmanuel, puisque, comme vous savez sans doute, l'électrification des usages plus largement, mais notamment dans la mobilité, c'est un des volets clés des problèmes dont nous allons parler tout à l'heure. J'ai cru comprendre qu'Emmanuel et Cédric ont des visions pas complètement convergentes sur cette question de fond. Donc voici pour moi. Donc je propose que Emmanuel reprenne la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Vastek pour cette introduction et à la fois pour l'opportunité que nous avons eue avec ma co-autrice Émilie Normand de pouvoir à la fois écrire le papier et puis finalement d'écrire les notes parce qu'on avait écrit un papier qui était beaucoup trop long. Donc quelque part la longueur fait aussi on peut aussi approfondir les sujets puis bien évidemment très heureux de dialoguer aujourd'hui avec Cédric sur ces questions-là. Alors, mon propos, ça va être d'essayer de poser quelques termes du débat sur les matériaux critiques. Très rapidement, je vais avoir une forme d'intervention en entonnoir. On va partir de très haut pour finalement arriver sur la question européenne, bien évidemment.
Alors, pourquoi partir de très loin? Tout simplement parce que la question des matériaux critiques, finalement, c'est de manière très globale la question des investissements dans les technologies bas carbone qui sont nécessaires au processus de décarbonation à la fois du secteur de la génération d'électricité et du secteur des transports et qui sont déjà au-dessus et bien heureusement des investissements dans les énergies fossiles, 1740 milliards de dollars d'investissement l'année dernière en technologie bas carbone. Il en faudrait 2 fois plus pour être sur une trajectoire de degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part tout ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui, c'est encore minimisé, c'est encore un peu trop tendre par rapport à ce qu'il faudrait faire en termes d'investissement dans les technologies bas carbone et donc en termes de conséquences sur les matériaux critiques. Au niveau global, il y a énormément comment dire, j'allais dire, d'évaluations qui sont faites sur les matériaux critiques. Là, je vous livre en fait celle que j'avais faite sur la base des travaux de l'AIE et puis de l'USGS, l'Institut de géologie américain, où on voyait que si on projette la demande en métaux à l'horizon 2050, on a bien évidemment une multiplication par X des besoins au niveau mondiaux. Et là, je vais poser tout de suite quelques petites barrières. Pourquoi? Parce qu'il faut les avoir en tête quand on parle de matériaux critiques. Il y a des limites ou des incertitudes, notamment sur, le niveau des réserves existantes, l'extension de ces réserves. On a des exemples très connus d'extension des réserves en quelques années sur les matériaux. On l'a vu notamment sur la question du lithium entre 2019 et 2024, par exemple. On a des incertitudes sur la dynamique de substitution des technologies. Et on a des limites à la fois sur l'efficacité technologique et sur les effets rebonds. Donc en gros, il faut toujours avoir, quand on parle de matériaux critiques et notamment quand on parle de pénurie, bien cela en tête, tout simplement parce que le débat ne se résume pas à est-ce qu'on va en avoir assez dans le sous-sol, parce que tout simplement le sous-sol c'est une inconnue et cette inconnue elle est difficilement explicitable par les géologues et encore plus par les économistes. Au niveau européen, on a effectivement, lorsque vous regardez notamment les travaux du JRC, dans des scénarios qu'ils appellent de haute demande, on va avoir encore une fois une multiplication par X alors X pouvant aller de 6 pour l'aluminium à 26 pour le graphite, à 21 pour le lithium, à 16 pour le nickel, etc., etc. Ce qui est important à mon sens, c'est surtout de dire que, en fait, il y a une multiplication des besoins, mais surtout, on est déjà dépendant à plus de 90% quand je dis nous, l'Union européenne dans sa globalité, pour la majorité des matériaux qui sont nécessaires à la double transition, à la fois écologique et numérique. Alors, en face de ça, on a une prise de conscience. Et quand je dis qu'on a une prise de conscience, on a une prise de conscience notamment de la Commission et au premier rang duquel d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui en septembre 2022 avait tout simplement dit que en gros lithium était rare, était aussi importante que le pétrole et le gaz. Et puis un commissaire européen au marché intérieur, un Thierry Breton, qui lui parlait notamment de risque de pénurie d'approvisionnement et de dépendance indésirable. Ce qui est très important, c'est de voir que notamment derrière cette question des matériaux critiques, il y a la question de la chaîne de valeur industrielle. Et d'ailleurs, c'est plutôt comme ça que désormais le débat est posé au niveau de la Commission. Et derrière, donc, on a une dépendance pas forcément à des matériaux critiques, mais surtout, on a une dépendance industrielle aux équipements bas carbone. Et puis, on a une dépendance aussi j'allais dire, aux événements géopolitiques et en premier lieu en provenance de la Chine. Alors, lorsqu'on regarde au niveau international, on n'est pas les seuls, à avoir une politique liée aux matériaux critiques. Lorsque vous regardez notamment le nombre de politiques publiques qui sont relatives aux matériaux critiques depuis 1950, alors on a eu une accélération. Depuis quand? Depuis ce qu'on a appelé la crise des terres rares. Alors, il y en a certains l'appellent l'embargo des terres rares. Moi, je vais plutôt parler de crise des terres rares. Pourquoi? Parce que
comment dire, selon mes informations, on n'a jamais manqué de terres rares. Même pendant cette crise des terres rares de 2009-2010, issue d'un conflit en fait d'un conflit territorial entre le Japon et la Chine sur les îles Senkaku côté japonais ou Daoyu côté chinois. Et ce qui est important par contre de montrer, c'est qu'à partir de cette prise de conscience ou reprise de conscience, comme on veut. Des politiques ont été déployées, bien sûr, elles se sont accélérées, notamment depuis l'épidémie de Covid-19, et j'allais dire depuis cet environnement où on a compris qu'on avait des dépendances extérieures et qu'il fallait potentiellement les résoudre. Alors, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On a adopté en mars 2023 ce qu'on appelle le CRMA, le Règlement européen sur les matériaux critiques, qui s'inscrit quelque part dans une réflexion de très longue date en Europe. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un tout petit peu une analyse historique, l'UE, elle a été une des pionnières en la matière. Elle a communiqué, j'allais dire, depuis les années 70 sur cette question-là. Mais le véritable catalyseur, c'est encore une fois, c'est cette crise des terres rares, c'est 2011. On a commencé à faire des listes, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023. On est parti de 14 éléments, on en est à 34 aujourd'hui. Alors 34, mais si on compte les terres rares et qu'on les décompose, on est plutôt autour de 50. Mais ce qui est intéressant aussi dans la démarche européenne, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une nouvelle liste de matériaux critiques, on a eu également une initiative industrielle à partir de 2017. En 2017, on produit une liste, on fait l'Alliance européenne des batteries. En 2020, on produit une liste, on fait l'Alliance européenne sur les matières premières. En 2023, on fait une liste et on sort en parallèle en fait le Zero Industry Act au niveau européen. C'est-à-dire qu'on essaye d'intégrer à la fois une partie industrielle à cette réflexion beaucoup plus globale sur les matériaux critiques. Alors quand on décompose les objectifs, ils sont, je les ai résumés là, vous les trouverez un peu partout. Un objectif d'extraction, au moins 10% de la consommation annuelle qui vient de l'extraction de l'Union, au moins 40% de la consommation annuelle qui vient de la transformation dans l'Union, au moins 25% de la consommation annuelle qui vient du recyclage, et puis un amendement qu'on a souvent appelé l'amendement chinois. On ne doit pas dépendre à plus de 65% d'un pays tiers pour la consommation annuelle pour chaque matière première à un stade de transformation donné. Alors, comment on doit prendre ces objectifs? Il faut se dire que dans le monde, on est les seuls à avoir un objectif qui est fixé à un horizon 2030. Donc déjà, quelque part, c'est quelque chose d'assez intéressant à remarquer. Après, il faut quand même saluer l'approche un peu globale. Quand je parle d'approche globale, c'est-à-dire qu'on va aller chercher notamment dans la chaîne de valeur industrielle, on ne va pas se spécialiser sur un seul des segments. Donc là aussi, encore une fois, on pense en termes de chaîne de valeur et c'est beaucoup plus intéressant que de penser en termes de produits. Et puis, on a un soutien à la recherche, à l'innovation. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait critiquer? Je pense qu'il faut avoir une approche critique. Alors déjà, première approche critique qu'on peut avoir, c'est ce qu'on avait fait avec Émilie Normand, c'est de regarder un tout petit peu que font les autres. En gros, on fait un peu la même chose. Alors, il faut dire qu'il n'y a eu pas beaucoup d'inventivité en fait sur les questions de matériaux critiques depuis très longtemps, et notamment que ça soit le Japon, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Finalement, la seule chose qui va véritablement différencier les pays, ça va être quoi? Ça va être l'approche notamment du deep sea mining, c'est-à-dire des océans, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller miner les océans, est-ce qu'on va se poser la question d'aller explorer puis d'exploiter? Là, il y a une grosse question, et puis on verra après, il y a quand même une grande question, ça va être la question financière. Quels moyens on met derrière cette politique, et finalement, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? On va le voir d'ici quelques minutes. Autre question qu'il faut se poser, c'est finalement comment on intègre cette question des matériaux critiques en Europe avec nos alliés occidentaux, notamment les États-Unis ou le Japon ou le Royaume-Uni. Et là, la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est finalement, est-ce qu'on va être dans un schéma coopératif? Quand je dis coopératif,
quand on va faire de la diplomatie minérale à l'étranger, comme on souhaite le faire au niveau européen, d'ailleurs, on pourra se poser la question si c'est au niveau européen ou si c'est au niveau national. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en compétition, notamment, et qu'est-ce qui pourrait se passer en raisonnant avec des scénarios what if sur mais qu'est-ce qui se passe si c'est Trump qui est élu en novembre 2024? Est-ce que c'est pas plus important pour la Commission européenne et pour notamment la question des matériaux critiques, l'élection de Donald Trump, que toute autre élection, notamment européenne? Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à appréhender. Pourquoi? Parce que les stratégies non coopératives américaines sur la question des matériaux critiques sont essentielles à intégrer, notamment dans un raisonnement européen. Après, qu'est-ce qu'on a comme critique? Alors, on a des critiques, j'allais dire, plutôt que j'ai appelé universelles. Hein. Quand je vous parlais du financement, le financement, c'est ce que j'ai appelé, c'est à la fois de l'universel et du spécifique. C'est un peu ce que j'ai appelé le syndrome GT pour le syndrome Greta Thunberg. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas beaucoup de bla 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 et est-ce qu'on a les moyens financiers en œuvre en face? Lorsque vous regardez les moyens financiers, notamment sur les matériaux critiques, il y a quand même des questions assez fondamentales qui se posent. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas assez d'argent, on ne met pas assez d'argent sur la question des matériaux critiques, en Europe. Après, il y a la question, la question minière. Est-ce que décréter un objectif de 10%, ça va susciter de l'attractivité en Europe? Sachez tout simplement que l'Europe, c'est à peine 2% des investissements globaux dans la mine au niveau mondial. Pourquoi y aurait-il, sans une fiscalité attractive comme on peut trouver notamment aux États-Unis ou en Australie, c'est-à-dire les deux territoires les plus attractifs au monde, pourquoi tout à coup on viendrait produire sur le territoire européen uniquement parce qu'on veut assurer la souveraineté industrielle des pays européens? Mais je pense qu'il faut peut-être s'interroger sur la question de l'attractivité fiscale, notamment de la mine. La question de la transformation sur le territoire européen. Moi, je veux bien, mais je me pose véritablement de qui va prendre le pari de relocaliser des industries métallurgiques émettrices de CO2 dans les années qui viennent. Donc, quelque part, est-ce que on a véritablement à la fois l'envie et la capacité de le faire? Potentiellement, oui, mais encore une fois, on a une volonté très normative en Europe de promouvoir des activités soutenables, notamment la mine ou la transformation. Finalement, tout cela, ça ramène à ramener des émissions de CO2 sur le territoire. Est-ce qu'on est prêt, culturellement, économiquement? Et puis après, lorsqu'on regarde notamment les objectifs qui sont liés au recyclage, je vais pas faire tout, puisque quelque part ça rentrera dans le débat, mais quelque part s'interroger si on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin sur la question du recyclage. Après, lorsqu'on monte aux problématiques un peu plus universelles, et je vais finir là-dessus. Notre problème, ça va être quoi? Ça va être tout simplement aussi, mais quel environnement géopolitique on a? C'est-à-dire que se poser la question de est-ce qu'on va avoir des pénuries de matériaux critiques? Est-ce qu'on va pas plutôt avoir des crises de matériaux critiques, c'est-à-dire une Chine très agressive sur cette question-là? Oui, bien évidemment. Et du coup, quelque part, on a sûrement raté quelque chose dans notre règlement européen sur les matériaux critiques. C'est notamment une approche de la sobriété d'un point de vue global, que ça soit intensité, matériaux, réduction de la demande en matériaux. Et là, on peut vraiment s'interroger. Pourquoi? Parce que c'est à la fois un impensé, c'est à la fois quelque chose qui n'est absolument pas représenté, dans le règlement européen. Hein. Tapez sufficiency, vous verrez, vous n'avez aucune itération, alors que quelque part, on a potentiellement, sûrement quelque chose à apporter d'un point de vue européen sur ces questions. Et je termine, je pense qu'aussi un des grands oublis de cette question des matériaux critiques, c'est moi ce que j'appelle le polygone d'insécurité, c'est-à-dire que l'environnement global n'est, à mon sens, pas assez pris en compte, et notamment les évolutions de ce que j'appelle les multiples insécurités, à la fois de l'insécurité sociale, minérale, économique, énergétique, environnementale.
On aura le temps, bien évidemment, d'en discuter pendant le débat, mais je pense que c'est peut-être cette non-appréhension pas assez forte, ou en tout cas trop tard, de ce monde qui évolue, notamment sur la question des matériaux critiques. Voilà, je vais laisser la parole à Cédric et je reviendrai avec vous pour le débat. Merci infiniment. Merci, merci Emmanuel, et merci d'avoir terminé par la sobriété parce qu'évidemment c'est un aspect clé du débat, notamment lorsqu'on en parle à l'Institut Veblen. Je pense que la sobriété c'est sans doute un enjeu transversal, c'est-à-dire c'est pas un règlement spécifique sur les métaux qui va résoudre les problèmes. Mais bon, la question est d'autant plus pertinente du coup. Mais alors, sans plus de transition, Cédric, je te Pourquoi cède sans la transition? parole. Qu'est-ce que tu as contre la transition, toi aussi? Bon, alors, donc ça c'est le premier livre, c'était l'an dernier sur les éoliennes, mais j'avais déjà été amené à m'intéresser un peu à la question des matériaux, parce que parmi les choses qu'on reproche aux éoliennes, la variabilité, les oiseaux, etc., il y a ça prend du béton, ça prend de l'acier, ça prend des terres rares, et donc j'avais déjà un petit peu regardé la question des métaux, mais je dois dire que je pense l'avoir assez nettement poursuivi, pardon, avec ce deuxième livre qui va sortir dans 15 jours, Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. Et de fait, la voiture est beaucoup plus consommatrice de métaux que, euh, que les éoliennes ou les panneaux solaires. Et je vais vous montrer ça ici. Alors ça, c'est un graphe que Emmanuel connaît bien, où je regarde les combustibles fossiles et les métaux, et c'est mesuré en tonnage total de roches extraites ou déplacées. Et si on regarde, ça va dans le temps, de 2015 à 2050, et on voit que dans cette période, l'extraction minière totale diminue. Alors ça ne prend pas en compte les phosphates, les sables et graviers, etc., hein. C'est restreint. Et on voit qu'il y a deux choses tout à fait différentes. Dans la production d'électricité qui est en bas, on a une très forte baisse du charbon, de l'extraction de charbon. Et puis, on a une hausse des métaux, mais en termes de tonnage totaux, eh bien, la baisse du charbon, des milliards de tonnes de roches qu'il faut déplacer pour avoir les 8 milliards de tonnes de charbon qu'on consomme chaque année, ça fait plus que compenser l'augmentation des métaux pour les éoliennes, pour le réseau électrique, pour les panneaux solaires, par rapport à, si vous voulez, ce qu'on a aujourd'hui comme métaux dans la production d'électricité, c'est-à-dire la construction de centrales qui demandent beaucoup moins de métaux, mais qui vont consommer du charbon ou du gaz en quantité considérable. Et puis, sur le dessus, on a les transports. Et sur les transports, c'est un peu différent. On a évidemment une baisse du pétrole et on a une forte hausse des métaux. C'est-à-dire que la hausse des métaux, là, elle est impressionnante parce que une voiture va consommer euh, facilement 5 à 10 fois plus de métaux en tout genre si elle est électrique que si elle est thermique. Elle va consommer beaucoup moins de pétrole. Excuse-moi, je te coupe, mais juste pour la partie rouge, c'est, est-ce que je ne le vois pas dans la Ça, légende? c'est le pétrole. C'est le pétrole. Oui, D'accord, oui. pardon. Ça, c'est les combustibles pour les transports, donc c'est essentiellement du pétrole. Et ça, c'est les métaux pour le transport. Ah, Alors, ok. globalement, la baisse du charbon est telle que ça suffit à tout compenser. Et il y a une baisse de l'extraction minière totale. Encore une fois, or, sable, gravier, etc. Si on isole les transports, là, il faut reconnaître qu'on a une augmentation de l'extraction minière totale pour les transports. Hein, donc, c'est l'électrification des transports conduit à une augmentation. Par contre, euh, le passage du charbon au renouvelable amène une forte diminution. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai regardé un peu les métaux de plus près. Et je regarde ça, je prends d'un point de vue de Sirius parce que j'ai surtout essayé de répondre aux questions qui sont posées ou aux affirmations qu'on peut lire un peu partout qui sont plus ou moins justifiées. Alors, d'abord, les métaux, on peut mesurer, là, c'est l'extraction mondiale de concentrés métalliques en 2021. Alors, c'est pas seulement les roches, c'est plus petit que les roches, mais c'est pas du tout les métaux finaux. C'est vraiment ce qu'on extrait et ce qu'on traite. Et là, on voit qu'il y a trois métaux, pardon,
qui font 80% de ce travail d'extraction. C'est le fer, le cuivre et l'or. Sur ces trois, il y en a un qui est fortement affecté par la transition énergétique et numérique, c'est le cuivre. Le fer, c'est marginal, l'or, c'est tout à fait marginal. C'est intéressant de voir ça parce que donc le fer, c'est plus de 3 milliards de tonnes de concentré, tout ça pour avoir 2 milliards et demi de tonnes de fer qui donneront 1,8 milliard de tonnes d'acier. Et puis encore qu'il y a du recyclage pas mal. Là, le cuivre, on en extrait presque autant, 2,7 milliards, et ça donne que 21 millions de tonnes de cuivre, ou 22, nous a dit Emmanuel tout à l'heure. Bon, nos chiffres sont assez proches. Euh, Parce qu'évidemment, le cuivre, il y en a quand même beaucoup moins dans la croûte terrestre que du fer. Et puis l'or, alors ça c'est spectaculaire parce que c'est encore 2 milliards de tonnes et 300 000 tonnes d'or. Vraiment encore beaucoup plus petit. Parce que l'or est présent en trace dans les roches, c'est d'ailleurs ce qui fait son prix. Et puis après, il y a tous les autres. Tous les autres, c'est 20% du travail d'extraction au total, et c'est l'aluminium, la bauxite, le zinc, le nickel, platine, uranium, plomb, titane. On voit même pas le cobalt, parce que le cobalt est la plupart du temps extrait avec le cuivre, et on voit même pas le lithium, qui est inexistant. On voit même pas un certain nombre d'autres dont on parle souvent. Et j'attire votre attention, la présentation d'Emmanuel est très bien, mais il y a une slide qu'il faut bien regarder de près, si je puis me permettre, Emmanuel. C'est la slide où tu montres des multiplications. Il va falloir, dans l'Union européenne, X fois plus de cuivre, jusqu'à 10 fois plus. Attention, c'est pas la demande totale. Ah, c'est C'est le d'ailleurs secteur des écrit. transports. C'est dans les secteurs des technologies bas carbone. Non, mais c'est très important de le préciser. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à partir de pas cette slide, mais une slide de l'AIE qui disait un peu la même chose il y a 4 ans, a créé beaucoup de confusion. Les gens croient qu'on va multiplier par 10 ou 4, ou etc., la demande totale de ce métal. Non, c'est la demande du secteur. Et alors la demande pour le lithium, par exemple, la demande du secteur il y a 5 ans, c'était zéro. Parce qu'il y avait, voilà, et puis la demande totale, c'était proche de zéro. Par les sels de lithium pour soigner les bipolaires, il n'y avait pas beaucoup enfin, et puis un peu de lithium. Non, il y avait un peu de lithium industriel dans le verre, mais enfin, c'était presque rien. Voilà. Donc là, on multiplie, il y a des choses qu'on multiplie par 20 dans ce secteur, mais ça reste tout petit. Et c'est important de le réaliser avec ça. Le seul qui est vraiment affecté, et d'ailleurs celui que Emmanuel, dans son livre, explique, est le plus problématique finalement, c'est le cuivre. Parce que le cuivre, c'est le métal de la transition énergétique. Parce que le cuivre est partout. C'est un très bon conducteur de chaleur et d'électricité. Il est dans les voitures électriques, il est dans les éoliennes, il est dans les panneaux solaires, il est dans les réseaux électriques, j'ai déjà dit. Il est dans les voitures électriques, il est dans les batteries, il est partout. Il est dans tout ce qui est numérique également. Donc c'est le métal de la transition énergétique. Et alors, ça vaut le coup de regarder d'un peu plus près l'histoire du cuivre. Parce qu'il y a 50 ans, on exploitait des gisements avec une teneur de 1,7% environ. Et alors, on estimait, le service géologique des États-Unis estimait 280 millions de tonnes de cuivre en réserve. Les réserves, c'est ce qui est immédiatement exploitable. Et puis 1,6 milliard de tonnes, les ressources. Les ressources, c'est ce qu'on suppose qu'il y a dans le monde et qu'on pourrait un jour peut-être exploiter. Aujourd'hui, on a des gisements à 0,6-0,7%, beaucoup plus faibles. Donc, panique. Ah, c'est la preuve que la fin est proche et que bientôt on n'aura plus de cuivre. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Alors, surtout, on continue à nous dire, il en faut, c'est de plus en plus faible, donc il va falloir de plus en plus d'énergie. C'est pas vrai. En réalité, le progrès technique lors de ces 150 dernières années, je ne sais pas ce qu'il en sera demain, sur les 50 dernières années, le progrès technique a permis d'extraire le cuivre de gisements plus pauvres avec la même quantité d'énergie par tonne de cuivre et des émissions de CO2 qui ont diminué. Je donne les références dans ce petit livre. Alors, en fait, c'est ça, ça va expliquer un bond en avant des réserves et des ressources. Pourquoi? Parce que les gisements pauvres sont beaucoup plus grands et beaucoup plus nombreux que les gisements très riches. Alors, on a plus ou moins fini d'exploiter les gisements très riches, où ils sont trop petits pour être économiquement exploitables, mais on se retrouve avec beaucoup de gisements pauvres, 0,6-0,7%, très grands et très nombreux. Et du coup, on avait 280 millions de tonnes de réserves, mais on a exploité 650 millions de tonnes de cuivre depuis.
plus du double de ce que les réserves nous disaient. Les réserves sont maintenant estimées à 890 millions de tonnes, toujours l'USGS, c'est-à-dire le service des États-Unis géologique. Et les ressources, il y a les ressources identifiées 2 milliards 1 de tonnes et les ressources non découvertes 3 milliards et demi. Total 5 milliards 6. Donc les ressources et les réserves ont fait un bond en avant gigantesque grâce au progrès technique et au fur et à mesure qu'on exploitait du cuivre. Donc voilà, il y a des alors je montre là des émissions de CO2 moindres parce que bah là on a mis du solaire thermique pour traiter le minerai de cuivre au Chili par exemple, parce qu'il faut une part du traitement qui se fait avec une température de quelques 80 degrés. Le solaire fait ça très bien. Et puis là, j'ai un camion électrique minier qui marche avec des caténaires, c'est la mine de fer de Boliden en Suède. Là, j'ai un camion minier électrique à batterie en Australie. Tout ceci pour dire quoi? Ben, qu'on est en train d'électrifier le travail minier comme on électrifie l'ensemble de l'industrie progressivement. Hein, il y a beaucoup à faire, mais on va le faire et presque tout est électrifiable dans le monde industriel. Donc, ça va baisser les émissions de CO2 parce que dans le même temps, on a une explosion du solaire et de l'éolien, du solaire surtout. Voilà, dernier point. Au-delà de cette exploitation, on va effectivement passer au recyclage. Et le problème du recyclage, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le problème des filières, c'est le problème de la ressource. Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de matériaux à recycler, on n'a pas beaucoup de lithium, on n'a pas beaucoup de batteries de voitures électriques par rapport aux besoins qui sont en train de grimper en flèche avec les ventes de voitures électriques, c'est 18% l'an dernier, 18% des véhicules sont électriques dans le monde, hein. Donc ça fait une quantité considérable, 14 millions je crois de voitures électriques, alors que celles qui sont en fin de vie, c'est celles qu'on a vendues il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait les toutes premières Tesla, les toutes premières Zoé, les toutes premières Leaf. C'est peanuts. Donc, en réalité, avec ce qui est en train de se mettre en place en Chine, aux États-Unis, en Europe, et qu'on voit ici, les recycling capacity qui grimpe en flèche, en réalité, je pense que tout ça ne va pas se faire si vite parce que elles vont manquer, ces filières vont manquer de matériaux. Donc, le problème du recyclage, c'est pas qu'on sait pas faire, on sait faire. Évidemment, quand les batteries changent, il faut adapter le système et ça prend toujours un petit temps. Et les matériaux changent vite. Euh, c'est pas que on ne fait pas les efforts pour le faire, notamment. Alors en Europe, effectivement, on a des obligations maintenant qui vont créer ces filières. C'est qu'on va manquer de matériaux à recycler. À terme, dans 30 ans, quand on aura ou dans 50 ans, quand on aura vraiment que des voitures électriques à recycler, on aura un flot continu, on en produira à peu près autant qu'on en recyclera et on aura beaucoup moins besoin de matériaux, de cuivre et autres, lithium, vierge. Il faudra toujours un peu pour alimenter la machine et restaurer la qualité, mais à terme, dans un monde où la transition démographique est achevée, où l'économie ralentit de fait, etc., on aura moins besoin de matériaux. Mais là, on a un problème transitoire qui est de sortir ces métaux à temps et, si possible, pas seulement en Chine, c'est évidemment le dernier point. La dépendance, elle porte surtout sur le raffinage. Emmanuel l'a dit, je ne fais que le répéter. C'est pas tant le problème de l'extraction, même si évidemment pour les terres rares, la Chine domine et puis elle est quand même beaucoup présente dans le nickel et le cobalt. Mais vous savez, 40% des batteries vendues l'an dernier, il n'y avait ni nickel ni cobalt, hein. Donc ça va très vite là aussi, c'est des lithium fer phosphate, ça avance très vite. Mais voilà, on a un problème sur le processing. Le processing, on l'a abandonné à la Chine et ça, c'est effectivement se mettre dans une position très difficile. Et Emmanuel a très bien parlé de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour en sortir. Voilà, je vous remercie. Merci Cédric. Bon, alors, je suis sûr qu'Emmanuel voudra commenter, mais comme je suis modérateur, je profite du privilège et donc je te pose quand même une question. Alors, sur les estimations des gisements riches, gisements pauvres, hein, je veux dire, n'est-ce pas un peu hasardeux d'extrapoler les tendances passées? C'est-à-dire les gains d'efficience vont-ils se poursuivre? Est-ce que c'est vraiment l'hypothèse que tu fais? Est-ce que c'est Non. l'hypothèse que tu envisages parmi d'autres hypothèses? Est-ce que c'est hasardeux ou pas de se fonder sur cette hypothèse pour fonder tout le reste? Alors, fondamentalement non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas introduit dans l'équation des gisements qui seraient, par exemple, les 890 millions de tonnes de réserves, on estime que c'est exploitable dans les conditions économiques d'aujourd'hui, donc c'est clairement
des gisements à 0,6-0,7% de cuivre. C'est pas des gisements à 0,2-0,3. Si j'intégrais ça, j'en aurais encore beaucoup plus. Et là, se poserait la question de savoir si ça va pas me demander beaucoup plus d'énergie. Et là, je peux pas préjuger de l'évolution technique qui permettrait ou pas de traiter ça. Mais c'est l'évaluation que fait maintenant l'USGS sur ce qui est économiquement exploitable. C'est donc avec des teneurs qui sont proches de ce qu'on exploite aujourd'hui. Et donc là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de hasard à donner ces chiffres-là. Euh, Au-delà, pour dire on pourrait faire encore beaucoup plus, là, effectivement, je ne sais pas, parce qu'il faudrait un progrès technique qui réduise encore la consommation d'énergie par tonne de cuivre, et ça, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que la teneur en CO2 de cette exploitation va continuer de baisser, et donc le bilan écologique de la voiture électrique, alors, celui de la voiture qu'on vend maintenant, il s'améliore dans les 15 ans qui viennent parce qu'on décarbone les réseaux électriques dans le monde entier. Celle qu'on va fabriquer dans 15 ans, elle sera meilleure dès le premier jour parce qu'il y aura beaucoup moins d'électricité carbonée dans sa fabrication. Et ça, je suis sûr de ça parce que c'est ce qu'on voit partout sur l'électrification de l'usine et l'électrification à partir d'énergie renouvelable de la mine. Mais en quantité d'énergie, je ne me hasarderai pas à faire des pronostics au-delà de ces 890 millions de tonnes de réserve. Oui. Il y a une question qui reste ouverte. Emmanuel la traite, enfin il le dira mieux que moi. Effectivement, au-delà de ces 890 millions de tonnes, on ne sait pas exactement quelle est la teneur et quels seront les progrès techniques. Finalement, Cédric a l'air de dire qu'il y a un problème de transition qui est transitoire, c'est-à-dire limité à quelques décennies. Je n'ai pas bien compris dans le propos de Cédric jusqu'ici, c'est est-ce que la maîtrise de la demande globale, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas, mais il nous expliquera plus tard. Mais je vous laisse réagir à ça, mais en tenant en compte peut-être ces deux questions là, que je vous... La maîtrise de la demande, est-elle vraiment... enfin, vous avez l'air d'insister davantage sur ces points. Je vais reprendre un peu les différentes questions. Alors sur la question, est-ce qu'on a une période transitoire? Moi, je dis toujours, on est en train de vivre ce que j'appelle la transition de la transition. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on n'a pas encore, notamment tout ce qu'a dit Cédric sur le recyclage est totalement vrai. C'est-à-dire que on n'a pas forcément le potentiel de gisement pour pouvoir avoir comment dire, un recyclage qui est efficace. Et moi, j'ajouterais un problème sur le recyclage, c'est qu'on recycle toujours le passé. C'est-à-dire qu'on va toujours recycler un stock qui est forcément, vu qu'on est dans une logique de croissance, même si on est sur une croissance à 1%, on aura toujours besoin, en particulier si on n'a pas encore atteint ce que j'appelle le pic de production, enfin d'exploitation primaire, on aura toujours besoin en fait d'une exploitation primaire jusqu'en, nous on a fait des calculs autour de 2040. Après 2040, on va avoir des flux de recyclage qui arrivent, qui vont permettre de, d'améliorer, j'allais dire, le bilan matière des économies. Par contre, si on veut, et là je vais lier à la question sur la demande, si on veut que ça s'accélère, eh ben, à la fois mettre une politique de recyclage et s'intéresser à la sobriété, notamment à la réduction à la fois du poids des véhicules, à la réduction de la puissance des batteries, c'est quelque chose qui va permettre, en gros, on va arriver avec deux jokers, on a un double dividende qui va se passer, on va consommer moins, et en plus, on va plutôt adapter, j'allais dire, les véhicules électriques aux usages. Et ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Et c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser la question de coordonner les politiques et notamment faire une politique de recyclage qui est, volontariste et dans le même temps, essayer de faire une politique structurelle sur la sobriété. Et quand je parle, moi, de sobriété, c'est pas uniquement sobriété sobriété énergétique, hein, c'est sobriété globale. C'est énergie plus matériaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un manque, à mon sens, dans cette politique. Je l'ai déjà dit, mais véritablement, je pense qu'il faut porter ce sujet de manière assez haut. Pourquoi? Parce que même si Cédric le montre dans ses graphiques où on a effectivement moins d'exploitation de charbon. Malgré tout, on va avoir un doublement de l'extraction de minerais. Et puis sur le graphique, ce qui manque, alors certes, tu l'as dit, Cédric, mais
mais quelque part, la moitié quasiment des extractions du sol et du sous-sol, c'est du granulat, c'est du gypse, c'est du sable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que potentiellement, on continue à être dans un modèle très extractiviste. Si on rajoute la biomasse, en gros, si vous décomposez, je vais être encore plus clair. Décomposons notre comment dire consommation journalière par tête liée à l'extraction, c'est 35 kilos par jour et par personne. D'accord? Vous allez avoir 16 kilos, c'est du granulat, 8 kilos, c'est de la biomasse, 7 kilos, c'est de l'énergie fossile et 3,5 kg, c'est des métaux, enfin des minerais. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, certes, on va moins extraire de charbon, on va moins extraire d'énergie fossile, mais potentiellement, si on continue en fait dans cette logique extractiviste, notamment d'infrastructures, et on va en avoir besoin dans la transition numérique et écologique, on va continuer à extraire le sous-sol. Et ça, c'est important à noter. Après, sur la question des réserves, je ne vais pas aller contre Cédric. Pourquoi? Parce que dans mon bouquin, je prends le même exemple des années 70 avec, on nous avait annoncé 280 millions de tonnes de cuivre. En fait, on en a consommé 3 fois plus 15 ans plus tard. Donc, quelque part, ça montre quoi? Ça montre notamment que il faut faire très attention au message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire que la crainte millénariste de il y en a plus dans le sous-sol, soyons prudents quand on dit des choses comme ça. Pourquoi? Parce que quelque part, et c'est un peu la grande incertitude, c'est combien il y en a dans le sous-sol, combien on peut en sortir, avec quel financement notamment, et puis c'est quoi le progrès technique? Alors là où je vais être un peu, parce qu'il faut un peu de débat, moi quand j'étudie le Chili, qui est le premier producteur mondial de cuivre, eh ben, comment dire, la consommation d'énergie du secteur cuivre au Chili augmente plus vite que la consommation de métal. C'est-à-dire qu'on est comment dire, on est en rendement négatif. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, pourquoi il faut, comment dire, pourquoi il faut faire attention avec ces histoires de réserves et de potentielles réserves qui vont sortir de terre? On oublie un acteur fondamental, et notamment quand on discute avec les acteurs chiliens, ils vous disent la chose suivante: certes, on en a dans le sous-sol, mais potentiellement, il y a 2 points bloquants. Le premier, c'est l'eau. Et en gros, l'eau, c'est peut-être, certes, on va peut-être électrifier les mines, effectivement, c'est ce qu'ils font. On a des très beaux trucks électriques, on a des centrales solaires, c'est tout à fait vrai. On est en accord. Par contre, ils vous disent quoi? Ils vous disent, on pourra peut-être pas extraire tout ce qu'on veut parce qu'on n'a pas assez d'eau. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à regarder. Et la deuxième chose qu'ils voient, et que nous aussi, au niveau européen, il va falloir qu'on regarde, c'est certes, on a bâti notre modèle de croissance et notre modèle, nos transitions sur une exploitation extractive à l'étranger, mais dans les années qui viennent, on a déjà des mouvements, hein, c'est l'acceptation sociale. Et la problématique d'acceptation sociale, que ce soit dans les émergents ou dans les pays européens, elle va être fondamentale. Décréter qu'on va avoir 10% de notre extraction, enfin notre consommation qui va venir d'extraction, d'extraction européenne, c'est très bien. Où ça? Moi, je veux savoir où ça va se passer. Hein, si c'est sûr que si c'est dans le Grand Nord suédois et où il y a personne, tout le monde va être d'accord, hein, bien évidemment, mais la densité de la population va bien évidemment bloquer au bout d'un moment. Et je finis. Après, derrière cette question de l'acceptation, il va y avoir toute une question de la répartition des efforts au niveau européen, qu'on pourrait d'ailleurs avoir au niveau régional également, c'est-à-dire qui va accepter comment dire, d'avoir une activité minière polluante, alors on va dire moins soutenable que ce qu'il n'avait avant, qui va accepter des relocalisations de transformation métallurgique, et quelque part, vous voyez, cette injustice sociale qui pourrait y avoir entre des territoires très favorisés qui vont utiliser le véhicule électrique et des territoires miniers qui vont eux miner, je caricature un tout petit peu, mais quelque part, je pense que le débat il se situe à la fois au niveau européen et au niveau régional. Et je finis. Bien évidemment, même si on a
En gros, si on fait des calculs, notamment que ça soit les chiffres de l'AIE, mais même les chiffres qu'on a comment dire, au ministère américain de l'énergie, lorsque vous regardez un véhicule électrique, c'est 4 fois plus de matériaux critiques que comment dire qu'un véhicule thermique. Hein. Bon, 4 fois plus de matériaux critiques. Moi, je vais aussi, comment dire, je vais aussi débunker une fausse idée qu'on a souvent. Une voiture thermique, c'est rempli de matériaux. Hein. C'est-à-dire qu'une voiture thermique, c'est de l'acier, donc c'est du charbon, c'est du fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtons de se focaliser sur la question des matériaux critiques pour le seul véhicule électrique. Pourquoi? Parce qu'un véhicule thermique, il y en a aussi. Alors certes, il y a moins de matériaux critiques, mais la question, j'allais dire, du poids matériaux de l'économie est déjà posée. Et le bilan, il est déjà bien évidemment environnementalement intéressant aujourd'hui. Et comme l'a dit Cédric, il va s'améliorer. On va décarboner la génération d'électricité. Donc, bien évidemment, arrêtons ces fausses idées sur le véhicule électrique et arrêtons de les relier aux seules questions des matériaux critiques. Merci Cédric. Voilà, je te laisse réagir évidemment. Alors, tout en invitant les participants de poser leurs questions. Vous avez peut-être vu, il y a plusieurs questions déjà sur les limites du recyclage. Il y avait aussi une question de source, Cédric, sur ton graphique. Je te laisse répondre. Je voudrais bien que tu intègres un peu dans ta réponse ta vision de la sobriété et de la maîtrise de la demande. D'abord, je souscris pleinement à la conclusion d'Emmanuel, parce qu'un véhicule thermique va conduire à beaucoup plus d'extraction qu'un véhicule électrique, au final, parce qu'on va extraire des quantités considérables de pétrole pour le faire marcher. Et en poids de matériaux qui ne sont pas recyclables, qui sont oxydés, c'est la combustion, et ensuite ça devient du CO2 dans l'atmosphère, c'est bien plus important qu'un véhicule électrique. Et j'ai envie de dire, quel que soit, même dans les pays où il y a encore 65% de charbon dans la production d'électricité. Après, plus on va décarboner et mieux ce sera. Donc ça, je souscris tout à fait. La sobriété, mais je suis pour à fond. Simplement, je dis, faisons attention de ne jamais en faire, comme le propose un des commentateurs, d'en faire une condition. Commençons par, on verra après. Non, non, parce que on sait ce que peut faire la sobriété. Alors, les avis vont diverger. Il y en a qui vont dire ça va faire 5%, d'autres qui vont dire ça va faire 25%. Ça va faire peut-être 25%. Si vous prenez le dernier livre de Diaz et Desjardins, on dit on double les transports en commun et la marche à pied et ça réduit de 5% le trafic automobile. Donc faisons très attention à pas entretenir des illusions. On a 1 milliard de véhicules automobiles dans le monde, plus 400 millions de véhicules utilitaires. Et alors je veux bien qu'on remplace les camions dans les villes pour le dernier kilomètre par des vélos cargo, d'ailleurs à assistance électrique, parce que sinon personne ne peut les bouger. Très bien. Je veux bien qu'on développe les transports en commun. Je prends que les transports en commun à Paris. Tout ça, je suis d'accord. Mais ne nous faisons pas d'illusions sur là où ça va nous emmener. Parce que ça va résoudre 5%, 10%, 15%, 20% de notre problème. Et il reste les 80%. Nous devons en finir avec les émissions de CO2. Euh, quand l'humanité s'est donnée pour but de ne pas dépasser 1,5, on y est déjà, ou en tout cas de ne pas dépasser 2 degrés, ça on peut encore le faire. On a dit, de toute façon, c'est dans la Convention climat depuis le début, hein, puisqu'il faut stabiliser les concentrations, donc il faut émettre zéro en net. Alors zéro en net, ça veut dire qu'on peut émettre un tout petit peu à condition que ça soit capté par une augmentation des captures naturelles. Or, elle diminue. Le puits naturel en France, depuis 3-4 ans, il diminue. Les forêts dépérissent avec le changement climatique. Donc, le changement climatique affaiblit. Donc, ça veut dire que il faut ramener les émissions à pratiquement zéro. Et il y a 2 domaines où on a du mal à le faire. C'est le ciment et c'est l'avion. Et alors, on peut se passer des avions, on peut faire beaucoup moins d'avions. Là, il faut faire de la sobriété à fond parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais attention, n'entretenons pas trop d'illusions sur ce qu'on aura sur le reste. Alors, plus précisément, bon, les granulats, les sables, moi je suis d'accord, mais c'est des infrastructures routières, c'est des bâtiments, des logements. Ça n'entre pas en ligne de compte dans le choix entre
des centrales à charbon ou des éoliennes, ni entre le choix entre des voitures thermiques ou des voitures électriques. Ma voiture électrique, elle est pas faite en sable et en granulats, donc c'est pas complètement dans le sujet. C'est un sujet en soi, comme la biodiversité est un sujet en soi, etc. Mais ça n'entre pas, ça ne devrait pas entrer en ligne de compte sur des choix Si. techniques du style éolienne ou charbon ou voiture électrique ou voiture thermique. Après, tu dis il faut adapter les véhicules aux usages. Oui, idéalement, ça serait bien. C'est vrai que de voir un véhicule d'une tonne et demie ou de 2 tonnes transporter 100 kilos de chair humaine, quelque part, il y a une grosse disproportion. Mais c'est pas si simple. C'est très compliqué de mettre en place des systèmes où les gens ont 3 véhicules différents. Ils ont un vélo, ils ont la même chose, une auto à pédale avec une assistance électrique, un véhicule intermédiaire, comme on dit. Pour les petits déplacements où ils sont tout seuls dedans, ou avec un panier à provisions, ou à deux. Et puis, où ils louent une grosse voiture pour partir en vacances. S'ils veulent partir, moi, voilà, on peut partir en train, mais tout le monde ne peut pas rentrer dans les trains. C'est pas vrai, on le voit bien. Donc, je me méfie des discours qui, au nom d'une sobriété rêvée, est très difficile à mettre en œuvre. On a fait plein de choses en fait dans ce pays pour les transports en commun. Ils sont là depuis longtemps. Alors, il y a des choses qui régressent pour des raisons qu'on va pas décrire ici, que j'analyse dans le livre. Il y a des efforts qui ont été faits pour développer les transports en commun, par exemple dans les grandes métropoles. On a créé les villes nouvelles, ça voulait être un emploi, un logement, un emploi, et puis on les a créés autour des points de fixation du RER ou de l'équivalent, etc. Il y a eu des tas d'efforts en fait qui ont été faits pour essayer d'éviter le dérapage complet dans la voiture, etc. Et ça n'a pas beaucoup marché. Ça aurait été pire sans. Il y a des villes, les villes du tiers-monde sont complètement encombrées par des voitures parce qu'ils n'ont rien fait de ce genre. Nous, on peut faire mieux. Je suis d'accord, on peut faire mieux, mais ça va nous faire 5%, 10% de réduction du trafic automobile. Et le reste, il faut le faire en changeant la nature des voitures et la nature de l'énergie qu'on met dedans. C'est la seule façon de décarboner dans un délai de 30 ans. Et c'est essentiel. Voilà. Donc tous les gens qui me disent la sobriété d'abord, on verra après, non. Non. On change les véhicules. Et puis, les questions d'adhésion, tu en parlais pour les mines et tout ça, j'en parle aussi pour le changement technique, c'est-à-dire si on dit aux gens, vous devez abandonner votre voiture et vous n'avez plus le droit d'avoir une grosse voiture, vous devez avoir une petite, les gens qui prendront cette décision, ils ne seront pas réélus longtemps. Euh, voilà, il faut faire avec les gens comme ils sont, il faut essayer de les convaincre. On peut pas les obliger sur tout. On peut réduire la durée la durée, la vitesse limite sur autoroute, ça serait bien. On a raté l'occasion de le faire, si j'ose dire, avec le 24 février 2022 et l'atmosphère de guerre qu'on avait à ce moment-là. C'est très dommage. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qui seront très très difficiles à faire en forçant les gens. Et il faut au contraire limiter pour eux l'inconvénient qu'ils ressentent en passant d'un mode à un autre. Donc, on aura besoin de grosses voitures électriques parce qu'il y a des gens qui veulent des grosses voitures. Et une grosse voiture électrique à la place d'une grosse voiture thermique, ça réduit plus les émissions qu'une petite voiture électrique à la place d'une petite voiture thermique. On glisse petit à petit des métaux et des matières premières vers la voiture. En même temps, elle est au cœur de. Non, non, c'est très bien comme ça parce Au qu'elle est au cœur des cœur de. métaux, oui. Disons, les usages des métaux, c'est pas que la voiture non plus. Je veux dire, Non, non. il faut avoir une vision globale mais je le mentionne parce que pour nous, c'est important de voir comment dire, en fait, au fond, la question, c'est est-ce que donc, je vois bien un espèce de consensus qui s'installe entre vous, c'est-à-dire il y a des problèmes transitoires. En même temps, quand Emmanuel mentionne le rendement négatif dans cet exemple chilien, donc ça m'a fait juste reposer la question initiale sur sur quelles hypothèses faut-il, dire autrement, si on suivait le principe des précautions en la matière, on ferait quoi? Non, mais tout ce qu'on peut faire en sobriété, je suis pour, hein, ne nous y trompons pas. Mais je dis juste, il faut marcher sur les 2 jambes, sinon on n'arrivera à rien. Et à propos du Chili, je serais intéressé d'en savoir plus, savoir sur quelle période de temps ça se joue, cette augmentation relative de la consommation d'énergie. Sur la consommation d'eau, il y a quand même déjà 23 usines qui dessalent l'eau de mer Oui. Mais oui, mais pour justement. la mine au Chili. Oui, eh bien.
Ben justement, Justement quoi? c'est là où il faut avoir une vue globale parce que alors déjà juste sur la sobriété, moi je dis pas que c'est simple, hein. Je dis justement que c'est sûrement la chose la plus compliquée à faire. Mais par contre, il faut le prendre à bras le corps parce que c'est pas une politique de sobriété, c'est pas un amendement, c'est pas une loi. C'est un changement véritablement de logiciel. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare et qui se prépare, j'allais dire, de manière très long-termiste. Autre chose, ce dont on parle très très peu là, c'est malgré tout, c'est toutes les conséquences environnementales qui sont liées à l'extraction. C'est pour ça que moi je décompose pas en fait, je prends pas uniquement les minerais métalliques, le comment dire l'énergie. C'est parce que chaque extraction dans le sol ou dans le sous-sol va avoir un impact sur la biosphère et donc quelque part quand on raisonne en termes de limites, on est obligé de se poser la question de quel est le coût ou l'impact environnemental de cette extraction supplémentaire ma biosphère, tout en prenant en compte, et notamment ce que tu viens de dire sur l'eau est formidable, parce que quelque part, quand on regarde, alors là aussi, je vais me faire mon propre avocat du diable. La consommation d'eau de l'industrie minière, c'est peanuts par rapport à la consommation d'eau de l'agriculture. Malgré tout, on se focalise beaucoup sur ces questions-là. Malgré tout, et il faut quand même le dire, il y a aussi du progrès technique quand on regarde notamment dans les salars, la manière les procédés qui sont mis en place pour diminuer la consommation d'eau. Malgré tout, est-ce que à un moment se poser la question il y a 15 ou 20 usines de désalinisation d'eau, comment dire, qui transportent sur 150 km de l'eau de mer en fait dans la mine, est-ce que c'est pas un peu Shadok, hein, j'allais dire comme manière de procéder. Donc c'est plutôt comme ça. Moi, mais quelque part, la question aussi, si on la recentre, c'est est-ce que nous on va accepter ça? Est-ce que nous on va accepter d'avoir des mines sur nos territoires? Et quelque part, Mhm. je pense qu'il faut faire le lien avec cette question-là, parce que quelque part, là, on parle beaucoup de problématiques générales et mondiales, mais si on se resitue sur le sujet européen, est-ce qu'on va accepter d'avoir une mine, comment dire, à échassière dans l'Allier? Il va y avoir un débat public qui va commencer à être organisé à partir des mois qui viennent. Ça va être intéressant de Celle-là, elle voir à la existe fois les déjà, hein. réticences et toutes les questions. Je vais y participer, donc Non, je mais pourrais. elle existe déjà, comme tu sais, c'est une carrière de kaolin aujourd'hui. La Mais mine, bien elle va se sûr, faire dans une oui, carrière de kaolin. mais bien sûr, mais Elle ça, n'est pas mais créée ex nihilo, celle-là. alors celle-là, elle n'est pas créée ex nihilo. Et alors tu sais quoi, justement, je pense que c'est là, ça va être un test formidable. Pourquoi? Parce Oui, qu'on a déjà une activité minière depuis 130 ans. Je crois que bah l'exploitation a oui. commencé en 1890 pour aller chercher de l'argile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des conditions préalables. On a un bassin d'emploi qui, en gros, proposer des emplois dans cette région, c'est formidable. Donc, Tu as on a raison. une attractivité économique qui est formidable. Donc, ça va être un véritable test si on va être capable, en France, Si on fait d'ouvrir pas, une mine. si on fait pas celle-là, on n'en fera aucune, je suis d'accord. Du coup, Emmanuel, pardon, est-ce que justement, qu'est dit la géologie européenne, c'est-à-dire les 10% qu'on voudrait extraire en Europe, ça serait où principalement? Ça peut être n'importe où. Il y a des pays qui sont particulièrement concernés, comme est-ce que c'est juste effectivement la Laponie du Nord qui va faire tout ça, ou qu'est-ce qui est Alors, prévu déjà alors, pour atteindre ces 10%? non, mais ce qu'il faut voir déjà, on peut discuter de l'objectif en lui-même. Il est de toute façon irréalisable de fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes les ressources sur le territoire européen. On peut aller chercher, mais économiquement, il y a quand même un certain nombre de ressources qui ne sont pas là. Bon. Après, on a des ressources qui sont localisées en France. On a des ressources. Au Portugal, on a du lithium. En Allemagne, on a du lithium. Potentiellement, on a aussi, comment dire, on en a au Royaume-Uni. Je prends que le lithium, hein. On a des choses très intéressantes en Finlande, en Suède. On va avoir, on a, comment dire, on a des actifs miniers, on a un potentiel de gisement minier qui est là. Est-ce qu'on va arriver à 10%? Je pense pas. Je pense pas. Mais quelque part, je pense que la rhétorique européenne, c'est plutôt de relancer l'industrie et de se dire si on a une chaîne de valeur de l'amont, des matériaux critiques qui est localisée, est-ce que ça va pas déclencher aussi des circuits courts pour faire de la métallurgie? Donc quelque part, c'est essayer de créer de la synergie industrielle. Vous voyez? Mhm. Alors, ouais.
je suis bien d'accord. Bon, le lithium, on en a partout et je pense que le 10% est accessible sur un certain nombre de produits. Après, sur le cuivre, par exemple, ça ne l'est probablement pas, effectivement. Et puis, on peut pas rivaliser avec les grandes machines. Tu as raison, mais sur le fait que partout il y a des impacts sur l'environnement. La mine, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Euh, J'attire votre attention quand même sur les très grandes divergences qu'on trouve dans la littérature là-dessus. Par exemple, les surfaces impactées par l'exploitation minière mondiale. Dans deux journaux de Nature, de deux publications de Nature différentes de parues la même semaine en 2020, il y en a une qui nous dit ça affecte un tiers des surfaces émergées, ce qui est un peu beaucoup, à mon avis, ça serait vu, et l'autre qui nous dit à peu près un millième de ça en prenant en compte toutes les activités minières. Donc, faut faire quand même attention à ce qu'on vit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'interviews qui nous reprennent la première thèse. Ça affecte un tiers des surfaces émergées. Alors, d'une certaine manière, on pourrait pousser le bouchon plus loin. Si tu fais disparaître une espèce endémique de papillon sur une mine et qu'elle existe nulle part ailleurs, ça affecte la Terre entière. Elle disparaît de la Terre entière. Et puis une pollution peut effectivement se promener très loin, et donc on peut considérer que la planète entière est affectée par n'importe quelle exploitation minière. Enfin, je veux dire, voilà. Donc il faut quand même faire attention à essayer de mesurer ce qu'on dit. On sait quand même que les mines, selon les pays où on est et selon la réglementation et la façon dont la réglementation est mise en œuvre, on peut avoir des impacts extrêmement différents. Aujourd'hui, je pense qu'on a deux problèmes. Un problème social en République démocratique du Congo, mais le problème de la République démocratique du Congo, c'est d'abord la guerre civile, c'est ça le problème numéro un. Hein. Vous écoutez Denis Mukwege, c'est assez clair, et il ne demande pas aux gens d'arrêter d'avoir des ordinateurs, des smartphones ou des voitures électriques. Il leur demande d'agir pour que les compagnies mettent en œuvre des politiques sociales qui excluent les enfants, par exemple, etc. Et puis on a un problème avec le nickel en Indonésie, parce que on investit à tout va dans le nord de l'Indonésie, et c'est voilà, on fait un peu n'importe quoi. Mais on peut aussi faire des mines, alors des mines propres, je ne sais pas, mais on peut faire des mines beaucoup moins sales, ça c'est Mm. sûr. Mm. Et, c'est quand même important. Et ce qui est aussi un peu préoccupant, je trouve, c'est la tendance qu'on a maintenant à dire oui, il y a pas que il y a pas que le climat, il y a les autres limites planétaires. Donc, et donc quoi? Bah donc on fait pas de solaire, on fait pas d'éolien parce que ça se voit dans l'espace, on fait pas de mines, on fait pas de voitures électriques. Il faut que de la sobriété, que de la sobriété, que de la sobriété. Ce discours en réalité est assez dangereux. Les raisons de l'érosion de la biodiversité, c'est quand même pas d'abord la mine, c'est d'abord les pesticides et les produits chimiques. Voilà, il faut pas tout mélanger non plus parce que sinon on s'interdit de répondre au changement climatique. Et moi, je vois beaucoup de désinformation qui en fait souvent traverse l'Atlantique. Elle est concoctée dans les think tanks d'extrême droite aux États-Unis, payés par les lobbies pétroliers et charbonniers. Et ça traverse l'Atlantique et ça nous dit ah ben non, on peut rien faire parce qu'on va si on va jamais faire que déplacer une pollution et créer un remède pire que le mal. Non, on ne crée pas des remèdes pire que le mal. Rien n'est parfait. On est dans un monde fossile. Et donc forcément, bah, une éolienne, le kilowattheure d'une éolienne ou d'un panneau solaire, il a un certain contenu en CO2 au départ. C'est obligé. Il faut l'accepter et l'admettre. Et si, parce qu'il y a un peu de CO2 au début, on refuse de faire cette transition, ben on se retrouve avec énormément de CO2 et un énorme changement climatique. Et ça, c'est vraiment un souci. Ça, c'est vraiment une préoccupation. Je vais juste rebondir sur ce Oui, que tu viens de dire là, sur les mines propres. Non, effectivement, c'est comme le véhicule. Hein, Oui, c'est oui, ça sera jamais parfait. Hein. avec moins d'impact. Après, juste pour revenir sur la question européenne, je pense que l'Europe est, à l'heure actuelle vante comment dire un nouveau modèle minier soutenable
slash durable, slash tout ce qu'on veut derrière. Je pense que les pays émergents, miniers notamment, n'attendent pas seulement en fait un nouveau modèle. Ils attendent surtout des financements. Et là se pose la question, notamment que j'ai un tout petit peu évoqué en fait dans mon exposé, mais quand j'ai parlé de diplomatie minérale européenne, moi j'ai Oui, l'impression qu'il y en a oui. pas. Il y en a pas. Elle est nationale avant d'être européenne, et ça peut poser question. Et surtout derrière diplomatie, il faut des financements. Pourquoi? Parce que on a devant nous en fait un acteur qui s'appelle la Chine, qui a commencé en fait à faire son marché au début des années 2000, hein, avec une comment dire une politique qui s'appelait le going out et qui maintenant s'appelle les nouvelles routes de la soie et qui a un contenu minier, matière première qui est absolument incroyable. Et donc, quelque part, arrêtons de se dire que l'Europe est un continent uniquement à poser des normes. Ça doit être un continent qui aussi investit massivement à l'étranger pour rendre aussi la mine moins impactante à l'étranger. Et ça, c'est véritablement fondamental. Et ça, il faut de l'argent et il faut des financements. D'où comment dire, notamment quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec mon co-auteur Benjamin Louvet, hein, c'est-à-dire quid de la taxonomie européenne sur les financements verts, pourquoi la mine elle n'en fait pas partie, hein. C'est quand même assez incroyable que ce qui est à la base des technologies bas carbone ne rentre pas dans la taxonomie comment dire, des industries vertes, alors qu'on connaît certains secteurs carbonés qui en font partie, hein. Donc ça, c'est complètement délirant et je pense que tu as raison d'insister sur toute la désinformation qu'il pourrait y avoir autour de ce contenu matériau. Après, je finis juste là-dessus. À mon sens, les politiques à la fois européennes et nationales, elles doivent se concentrer sur plusieurs axes. Encore une fois, du recyclage, de la sobriété, de la baisse de l'intensité matériaux. Ça veut dire aussi quoi? De la recherche et notamment du financement de l'innovation et de la recherche qui est fondamental parce que, bien évidemment, les procédés de 2035, il va falloir les inventer. Ils seront moins impactants. Et eux, il faut absolument je prône un peu pour les centres de recherche pour ma paroisse, hein, mais c'est normal. C'est normal parce que quelque part, on est en train d'inventer l'industrie de demain et notamment la question des procédés miniers de demain. Donc c'est fondamental à prendre en compte. Je pense que c'est une belle, C'est un bon sûr. résumé, pas une synthèse, mais un beau résumé, ou le message final de cet échange. Effectivement, toute cette architecture existe à peine en réalité. Donc, j'espère que le mandat européen suivant va aborder ces questions-là notamment. C'est vrai que comme tout ce numéro de l'économie politique, cet article-là, il montre aussi, à votre article, Emmanuel, avec Émile Normand, montre que le contexte change très vite et l'Europe a du mal à suivre. Donc, elle est forte pour se donner des objectifs, mais ensuite, les moyens ne suivent pas. C'était un peu la conclusion générale du numéro, mais elle s'applique aussi bien à votre article. Je pense qu'il y a, vous êtes d'accord sur la part de la sobriété. On n'est pas forcément d'accord dans les détails des estimations comment faire. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va pas. C'est pas uniquement le débat sur les matières, sur les métaux et les matières premières qui va résoudre la question de la sobriété. La sobriété s'applique d'abord essentiellement aux usages. Donc, il faut penser comme on l'a fait d'ailleurs à l'Institut Veblen, on a un programme sur la publicité et son impact sur la surconsommation, etc. Donc la sobriété, c'est transversal, ça doit irriguer tout. Toujours est-il que je pense que vous êtes aussi d'accord sur, en amont de ce webinaire, j'ai revu un peu les différentes estimations, les différents scénarios pour les transports du coup, parce que c'est lié un peu à notre sujet aujourd'hui. Et j'ai été frappé effectivement par les estimations du rapport modal dans tous les scénarios, y compris des scénarios très ambitieux comme Negawatt. Donc le rapport modal, les transports publics, les transports en commun augmentent dans tous les scénarios, mais bon, en fait, finalement, le déplacement individuel reste, reste dans le paysage et il reste même le mode principal à l'échelle de 2050. Donc, c'est une énorme question. En tout cas, cette question-là nous ramène à la question de, oui, effectivement,
Il faut penser la sobriété et la transition énergétique et l'efficience et la révolution industrielle en même temps. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres. Bon, Emmanuel a pointé un cousin pauvre de ce débat-là. Donc, ce qu'on fait en réalité, l'Europe ne se donne pas les moyens pour poursuivre ses ambitions en matière des métaux. Mais la sobriété, elle reste aussi la cousine pauvre, plus pauvre encore quelque part, puisque on pourrait faire beaucoup d'autres choses en parallèle sur d'autres plans. Donc, on ne va pas résoudre cette question-là aujourd'hui. En tout cas, je pense que nos participants ont bien senti à la fois l'enjeu et la complexité de l'enjeu, aussi les nuances. Les nuances qui vous séparent sont importantes. Il ne me reste qu'à vous remercier et puis à annoncer la séance suivante qui aura lieu le 21 mars, donc toujours à 13h et toujours en ligne. Elle portera sur l'Europe de l'énergie, donc on ne sera pas très loin de la question, c'est la question annexe. Avec Patrice Geffron, Camille Defar et Adèle El-Gamal, on va se poser la question de ce que serait une Europe de l'énergie solidaire, donc solidaire à la fois à l'intérieur de chacun de nos pays, mais aussi solidaire à l'échelle de l'Union européenne, puisqu'on sait très bien que déjà les citoyens ne logent pas à la même enseigne en face à la transition énergétique, mais c'est également le cas des pays membres de l'Union européenne. Donc, revenez à la séance suivante et suivez-nous en ligne et abonnez-vous à l'économie politique. Merci Merci infiniment. et à très Merci à bientôt. tous les deux.